Seulement 10 ans séparent les premiers réacteurs Yumo installés sur le Messerschmitt 262 des réacteurs tels que le J57 qui équipe le F8 au milieu des années 50. Force est de reconnaître que les puissances et les performances ont fait un bond en avant exceptionnel. On est passé de 800 kg de poussée à 8 tonnes en très peu de temps finalement. Le problème est que la consommation a subi malheureusement la même courbe de progression. Alors quand en 1953, Rolls-Royce propose le premier réacteur double flux produit en série de l'histoire, avec le Conway, c'est une petite révolution. Car cette innovation permet enfin de réduire la consommation tout en garantissant les mêmes performances. Dans les faits, des Conway sont installés sur les Boeing 707 à la fin des années 50 et permirent une économie proche de 10% par rapport aux réacteurs simple flux de même puissance. Ce moteur possédait un faible taux de dilution. Ici, seulement 25% de l'air aspiré par les compresseurs est envoyé directement dans la tuyère sans passer par le cœur du réacteur. C'est assez contre-intuitif, mais en fait, quand l'air du flux secondaire frais et ayant une faible vitesse se mélange au flux principal chaud et rapide, à la sortie du réacteur, son rendement général est amélioré de manière significative. Et accessoirement, cela le rend plus silencieux par la même occasion. L'arrivée des Conway est un coup de tonnerre pour Pratt & Whitney, car c'est eux qui fournissaient les moteurs du 707 jusqu'alors. La demande des Conway plus économique est grandissante de la part des clients de Boeing, qu'ils soient civils ou militaires. Pratt & Whitney ne peut se permettre de perdre de si juteux marchés, avec 4 moteurs par avion sur le 707, et ses dérivés militaires, voire 8 moteurs par avion quand cela concerne les B-52. C'est juste hors de question. Cela force le géant américain à s'adapter au plus vite et à transformer leur J57 en réacteur double flux. Renommé JT3D, dans sa version civile ou TF33 pour la version militaire, ce moteur est produit en série dans la foulée et limite ainsi l'hémorragie face au Conway. Ainsi, seuls 37 exemplaires de 707 furent vendus avec des Conway sur un total de 1000 appareils. Mais Rolls-Royce travaille déjà sur un nouveau réacteur double flux bien plus compact, le Spey. En effet, le Conway était trop volumineux pour être intégré dans la cellule d'un chasseur par exemple. Là, avec le Spey, c'est tout à fait possible et cela ouvre de nombreuses perspectives. Une fois de plus, Pratt & Whitney ne peut laisser Rolls-Royce seul en course et se lance dans la réalisation d'un moteur équivalent au Spey, c'est le TF30. Avec sa fiche technique très alléchante, ce TF30 va se retrouver dans pas mal de programmes d'avions militaires alors en développement en ce début des années 60. A commencer par le LTV A7 Corsair II. Ce dernier est la réponse à la requête de l'US Navy voulant remplacer ses A4 Skyhawk. Le cahier des charges était plutôt simple, l'avion devant posséder les mêmes performances générales que le A4 tout en améliorant significativement la capacité d'emport et l'autonomie. Le A7 était un dérivé du F8 Crusader. Plus court, abandonnant la voilure à incidence variable au profit d'une voilure conventionnelle bien plus robuste, et le moteur J57 laisse sa place à un TF30 P6 de 5 tonnes de poussée sans réchauffe. L'avion n'ayant pas besoin de voler en supersonique, mais de pouvoir voler longtemps. La première version, A7A, entre en service au milieu des années 60. Et bien qu'il porte une désignation plutôt avantageuse rappelant son illustre ancêtre que fut le F4U Corsair, son physique, disons pas très facile, va prendre le dessus et les équipages vont vite le surnommer le Slough, pour short Little Ugly Fella, qu'on pourrait traduire en français par le vilain petit gars, du moins dans sa version la moins vulgaire avec le F. La machine remplit tout à fait les objectifs prévus avec une capacité d'emport proche de 7 tonnes et permet de parcourir jusqu'à 2000 km, voire 2500 avec les bidons additionnels. De nombreuses attentions ont été portées par LTV pour garantir la survie de la machine avec entre autres des circuits hydrauliques doublés ou des plaques de blindage en composite autour du cockpit ainsi qu'autour de certains éléments vitaux pour la machine. La maintenance en vol est facilitée avec de nombreuses trappes d'accès et le train d'atterrissage est particulièrement robuste. De plus, l'avionique permet de voler et de bombarder par tous les temps. Bref, tout est fait pour que le Corsair II soit toujours opérationnel et ce, dans n'importe quelles conditions. Mais tout n'est pas rose pour autant. Justement, le TF30 dans sa version P6 pose problème. D'une part, il n'est tout simplement pas assez puissant pour le Corsair II. Et plus embêtant, il montre une fâcheuse tendance à s'éteindre en avalant la vapeur issue de la catapulte des porte-avions lors du décollage. C'est assez embêtant. Seulement 200 exemplaires de A7A furent produits, et Pratt & Whitney a dû revoir légèrement sa copie en fournissant un nouveau TF30 P8, plus puissant avec 5,5 tonnes de poussée. Il sera installé sur le A7B, produit lui aussi à 200 exemplaires. C'est un peu mieux mais pas parfait. Ce nouveau TF30 se montre toujours, disons, aussi sensible à la vapeur,
Alors l'US Navy va également revoir la jointure des catapultes de ses porte-avions pour en limiter au maximum les émissions et ainsi sécuriser les décollages. Pratt & Whitney fournira plus tard un kit pour passer à la version P408 des TF-30, portant la poussée de ces derniers à 6 tonnes, mais le mal est fait. L'US Marine Corps, intéressée elle aussi au départ pour remplacer ses A4, préférera les moderniser plutôt que d'acheter des A7. Quant à l'US Air Force, intéressée au départ également par le Corsair 2 pour remplacer ses F-100 et ses Skyraider, va carrément demander à LTV une nouvelle version, sans le TF-30 tout simplement, imposant un Allison TF-41 comme remplaçant, qui n'est d'autre qu'un Rolls-Royce Spey produit sous licence. C'est le A7D, produit lui à 450 exemplaires. Il n'est plus sous-motorisé car le TF-41 produit plus de 6 tonnes 5 de poussée avec une meilleure accélération. Et les canons Colt ont été remplacés par un M61 Vulcain rotatif à 6 tubes. Un nouveau radar APQ-126, bien plus moderne associé à un nouveau système de navigation et de bombardement, permet des attaques d'une plus grande précision et la perche de ravitaillement latérale est supprimée au profit d'un réceptacle sur le dessus du fuselage. L'US Navy reconnaît à son tour que ces mises à jour améliorent grandement l'efficacité du Corsair 2 et commande à LTV un A7D mais toujours avec la perche escamotable. Ce sera le A7E produit à 530 exemplaires. Pour l'anecdote, Allison ne pouvant pas fournir assez de TF-41, les priorités de livraison étant données à la version D de l'Air Force, les 60 premiers A7E furent équipés du TF-30 P408 et renommés A7C, désignation donnée au départ à la première version biplace annulée à cause de la mauvaise performance du TF-30 justement. Toutes ces machines montreront une grande efficacité dans l'enfer des combats lors de la guerre du Vietnam. Et même une grande longévité, car certaines participeront également à la guerre du Golfe en 1991. Ainsi, le TF-30 dans l'A7 ne fut pas vraiment un franc succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il est choisi pour un autre programme mené en parallèle, le programme TFX. TFX pour chasseur tactique expérimental dans la langue de Molière. S'appuyant sur le très récent succès du F-4 Phantom, l'idée de cet ambitieux programme est de regrouper les besoins de l'US Air Force pour un avion de pénétration à basse altitude et à longue distance, pour remplacer ses B-58 Hustler et ses F-105 Thunder Chief, et le besoin de l'US Navy pour un intercepteur à long rayon d'action pour protéger la flotte. C'est un peu le grand écart, mais le gouvernement US, par l'intermédiaire du secrétaire à la défense McNamara, y croit et accepte de laisser un gros chèque pour le développement et espère réaliser par la suite des économies d'échelle. Le projet retenu est celui du F-111 de chez General Dynamics. Bien qu'ils aient racheté Convair 10 ans auparavant, cela n'en reste pas moins leur premier chantier sous ce nom. Il est prévu de réaliser un F-111A pour la variante de l'US Air Force et un F-111B pour celle de l'US Navy. Les deux versions étant propulsées par deux TF-30 P3 équipés de la post-combustion, portant la poussée à plus de 8 tonnes chacun, et ce qui en fait les premiers réacteurs double flux à post-combustion de l'histoire. Le premier F-111A décolle en 1964 de Fort Worth au Texas, sa désignation est Aardvark. C'est le nom imprononçable d'un petit animal qui mange des termites, et qui a donc un long museau, comme celui de la machine. Autre caractéristique immanquable, le F-111A est également le premier avion de l'histoire à être équipé d'une voilure à géométrie variable, capable de se replier à 72 degrés pour atteindre sa vitesse maximale, soit Mach 1,2 au niveau de la mer, soit Mach 2,5 à très haute altitude, et se déplier jusqu'à 16 degrés pour atterrir à faible vitesse, avec une hypersustentation particulièrement travaillée. La voilure est équipée sur toute la longueur de becs de bord d'attaque amovibles et de volets à double fente. On peut remarquer que pour atteindre 16 degrés, l'emplanture s'ouvre en deux parties, d'une part pour éviter que cette dernière ne bute contre, mais en plus, la partie supérieure qui se relève améliore le flux aérodynamique à très basse vitesse. Il n'y a donc pas d'aileron et le contrôle de la machine s'opère par l'action combinée des spoilers et du plan horizontal, qui peut se mouvoir de manière dissymétrique. Pour garantir la stabilité de la machine, pouvant être mise à mal lors des changements du centre de poussée avec la variation de la flèche, surtout avec l'ouverture maximum, la dérive est juste gigantesque. Le F-111A possédait une soute à bombes dans laquelle on pouvait ranger deux bombes nucléaires, mais également elle pouvait servir de réservoir additionnel en installant à la place deux bidons de 2200 litres, ou même un canon M61 Vulcain rotatif à 6 tubes et son magasin de 2000 obus s'il le fallait. Des bombes de tout calibre ou des missiles Sidewinder pouvaient être installés sur les pylônes extérieurs sous la voilure. Mais ils étaient optionnels jusqu'à 4 pylônes sous chaque aile, les pylônes intérieurs étant rotatifs pour être toujours dans l'axe de vol malgré le changement d'angle de la voilure, mais les extérieurs non,
Donc s'ils étaient montés pour profiter de la capacité maximale d'emport, proche de 12 tonnes tout de même, le mécanisme de la voilure était bloqué, proche de l'ouverture mini. L'avionique n'était pas en reste avec un système de tir tout temps articulé autour de son radar APQ-113 et d'une navigation inertielle. Le proéminent et caractéristique radome du F-111A cachait également un radar de suivi de terrain. Couplé au pilote automatique, il permettait à la machine de voler toute seule à 60 mètres d'altitude et à 1000 km/h pour assurer ses missions de pénétration à très basse altitude. Les équipages redoutaient particulièrement ce type de vol tactique par nuit noire ou par mauvais temps, devant faire confiance à toute cette électronique des années 60, subissant des mouvements de correction sans savoir pourquoi et apercevant de temps en temps des reflets ou des ombres à travers les vitres. Plutôt flippant. L'équipage était d'ailleurs assis côte à côte et plutôt confortablement dans un spacieux cockpit. Et pour cause, ils ne sont pas assis sur des sièges éjectables, c'est tout le cockpit qui est éjecté en cas de problème, à la manière d'une capsule de sauvetage des films de science-fiction. Sa conception et sa mise au point sont à l'origine de nombreux retards. D'une part pour que ça fonctionne correctement, mais également du fait que de changer un simple cadran au tableau de bord devenait un problème compliqué à gérer. L'autre gros problème qu'il a fallu résoudre lors du développement du F-111A toucha les TF-30, qui ont montré, disons, un équilibre de fonctionnement fragile, avec une forte tendance à s'éteindre une fois de plus. La faute à la position très en arrière du fuselage des entrées d'air. General Dynamics a eu toutes les peines pour trouver une géométrie satisfaisante de ces dernières pour qu'elles soient capables de fournir un flux d'air stable, quelle que soit la phase de vol, et en finir avec les pompages du TF-30. Après, les TF-30, relativement économes en vol de croisière, permettaient au F-111A de pouvoir parcourir plus de 5000 km sans ravitaillement. L'avion embarquait tout de même plus de 15 tonnes de carburant pour y arriver. Et il ne fallait pas trop allumer la post-combustion, qui transformait les TF-30 en véritables gloutons. Au final, le F-111A fut un avion performant, facile à piloter, mais compte tenu de tout ce qui y a été mis dedans, sa masse avoisinait les 22 tonnes à vide et pouvait atteindre 45 tonnes en charge. On comprend aisément qu'il ne pouvait pas se montrer vraiment agile malgré son aile à géométrie variable. Hors de prix, seulement 160 F-111A ont été fabriqués, dont une bonne partie s'est retrouvée au Vietnam et ont montré quand même une réelle efficacité pour des missions d'attaque. Et avec un taux de perte très faible, seulement 6 machines ont été perdues. Cette version du F-111 a donné par la suite de nombreux dérivés avec 370 exemplaires supplémentaires, avec pour faire court des nouveaux TF-30 plus puissants, des entrées d'air améliorées et de nombreuses mises à jour de l'avionique et de l'armement au cours du temps. On peut remarquer tout de même que l'Australie a acheté 24 F-111C et fut le seul pays à utiliser ces machines en dehors des États-Unis. Le Royaume-Uni avait bien failli acheter une version dérivée du FB-111A, celle pour le Strategic Air Command, dédiée entièrement au bombardement nucléaire, suite à l'annulation de leur fameux programme TSR-2. Mais bon, trop cher également, les commandes ont été annulées elles aussi. Bref, ils auraient dû acheter des Mirage 4. Et concernant la version prévue pour l'US Navy à l'origine du programme TFX, seuls 7 F-111B ont été produits. Cette version partageait en gros les mêmes caractéristiques que la version A, et seul le système d'armes était différent. C'était Grumman qui était en fait en charge du développement de cette version, et donc de l'intégration justement de ce nouveau système d'armes, en plus de profiter de son expertise pour les avions embarqués. Pour le coup, Grumman était déjà impliqué dans le programme TFX, responsable de la fabrication d'éléments du F-111 pour General Dynamics. Toute la partie arrière par exemple. Ce système d'armes était basé sur un très puissant radar Doppler AW09, logé dans un radome raccourci de 2,5 m pour que le F-111B puisse utiliser les ascenseurs des porte-avions alors en service, et sur les missiles AIM-54 Phoenix longue portée qui vont avec, ces deux éléments étant issus du programme annulé de l'intercepteur YF-12. Bien que conçu dans les années 60, ce système de Hughes avait une fiche technique impressionnante. En effet, le radar pouvait traquer jusqu'à 6 cibles simultanément, et ce à plus de 160 km de distance. Mais également, il était intimement lié au missile Phoenix. Hors norme, ce dernier pesait 450 kg, dont 60 d'explosifs, mesurait 4 mètres de long et pouvait parcourir presque 200 km. Pour assurer une telle distance si nécessaire, le missile pouvait monter après le tir à 30 km d'altitude et accélérer à près de 5000 km/h pour ensuite retomber sur sa cible. Très complexe, il pouvait fonctionner de 3 manières différentes, suivant le mode radar choisi au départ. Le premier était le mode STT, pour une cible unique. Dans ce cas, le missile se comportait de manière semi-active, le guidage étant intégralement pris en charge par le radar de l'avion avec un verrouillage dit solide, et nécessaire tout le temps de vol.
Exactement comme un Sparrow mais très longue portée en fait. L'avantage de ce mode était d'être précis, mais l'inconvénient était que la cible devait sûrement être au courant qu'un missile arrive avec une alerte radar. Le deuxième mode était le TWS, qui permettait de tirer sur plusieurs cibles en même temps. Dans ce cas, chaque Phénix ne recevait que par intermittence des infos de la cible fournies par le radar AWG-09 par liaison de données, ce dernier continuant à scanner la zone et les autres cibles. Et c'est la centrale inertielle embarquée du missile qui bouchait les trous pour en assurer le guidage. Ensuite, à environ 15 km de sa cible, le Phénix passait en mode dit Pitbull, correspondant à la portée de son radar de bord qui s'allumait automatiquement, et retrouvait sa cible si elle était bien là et la verrouillait, devenant ainsi totalement autonome pour assurer le guidage jusqu'à l'impact. Moins précis, ce mode avait surtout l'avantage de créer un effet de surprise car l'alerte radar de sa cible ne s'affolait que quand le missile était en mode Pitbull, et ne lui laissait que peu de temps pour réagir. Et pour finir, le mode ACT passait directement le Phénix en mode Pitbull dès la sortie du rail. Il n'était donc utilisable que jusqu'à 15 km de portée seulement, mais c'était le seul mode réellement tir et oubli. Néanmoins, bien que ce système d'armes intéresse grandement la Navy et que dès le départ le F-111B avait été prévu comme un camion de missiles, dont l'agilité n'était pas un besoin prioritaire, il était vraiment bien trop lourd, et la production en série fut annulée. Surtout que nous sommes à l'aube des années 70 et que le retour d'expérience de la guerre du Vietnam rebat les cartes. Il faut revenir à un chasseur agile et ne pas se reposer uniquement sur les missiles. Comme l'investissement dans ce programme était énorme, il est question un temps de repenser le F-111B. Mais Grumman garantit qu'il n'est pas possible de l'alléger de manière significative, il faudrait supprimer entre autres le cockpit éjectable. Autant repartir d'une feuille blanche. Et c'est ce qui va être fait avec le programme VFX pour satisfaire enfin le besoin de l'US Navy. Et c'est le projet de Grumman, sans surprise, qui est choisi avec son F-14 Tomcat. Le prototype du F-14 décolle pour la première fois en décembre 1970. Et les premiers avions de série F-14A sont livrés courant 1972. On y retrouve une voilure à géométrie variable, 2 TF-30 pour la motorisation et le puissant radar AWG-09 et sa capacité à utiliser les missiles Phénix. Il s'agissait ici de TF-30 P412, un peu plus puissant avec 5 tonnes de poussée à sec et presque 9 tonnes avec post-combustion. Et pour éviter les problèmes d'alimentation connus sur les F-111, ils sont bien séparés, logés dans des nacelles distinctes, permettant par la même occasion une maintenance plus aisée. Les surfaces de contrôle et leur fonctionnement étaient semblables à celles du F-111, et l'angle de voilure pouvait varier de 20 à 68 degrés de manière automatique. Bien qu'il y ait un mode manuel par sécurité, on y retrouvait un mode parking présent également, la voilure pouvant être dans ces cas-là repliée à 75 degrés, recouvrant ainsi le plan horizontal pour prendre moins de place dans les hangars des porte-avions. Autre petit raffinement, au-dessus de Mach 1,4, des appendices aérodynamiques en forme de triangle sortaient à l'avant de la voilure. Créant un surplus de portance, il permettait de compenser le moment de tangage en piqué qui se produit à des vitesses supersoniques. Cela permettait donc de relever le nez de l'appareil, de décharger le plan horizontal et lui rendait assez d'autorité pour pouvoir tirer jusqu'à 7 G et demi à Mach 2. Le Tomcat pouvait atteindre d'ailleurs une vitesse maximale de Mach 2,3 en altitude. Pour une efficacité optimale, l'ensemble des surfaces de contrôle, de la voilure et de l'affichage des données de vol dans le cockpit était géré par un calculateur central nommé CADC, pour Central Air Data Computer, et dont le cœur n'était ni plus ni moins que le premier microprocesseur de l'histoire, le MP944, conçu et développé entre 1968 et 1970 dans le plus grand secret. L'équipage prenait place dans un cockpit conventionnel, avec le pilote à l'avant et le RIO derrière lui. Tous deux assis sur des sièges éjectables 0-0. Ils profitaient d'une excellente visibilité, même vers l'arrière, ce qui n'était d'ailleurs pas du tout le cas sur le F-111. Le RIO avait la gestion du radar et des tirs de missiles également. Bien que pas mal de choses soient automatisées, la charge de l'équipage était élevée et l'entente obligatoire. On peut noter que l'appontage était facilité par le système DLC, Direct Lift Control. Le pilote avait une molette sur le manche qui lui permettait d'agir sur les spoilers, maîtrisant ainsi sa vitesse de descente et son angle d'approche sans avoir à toucher quoi que ce soit d'autre. Pour l'armement, le Tomcat possédait un canon interne, encore et toujours un M61 Vulcan avec 675 obus, et bien sûr les missiles Phénix. Mais bien qu'il puisse en transporter jusqu'à 6, l'armement standard n'en comportait que 2 montés entre les nacelles moteurs, épaulés par 2 Sparrow et 2 Sidewinder, installés eux sous les pylônes de voilure. D'ailleurs, ces derniers étaient particuliers en forme de Y.
Rattaché à la partie fixe du fuselage, il n'avait donc pas besoin de pivoter pour suivre les variations d'angle de la voilure. Chaque nacelle moteur comportait également un pylône, mais il était seulement dédié à l'installation d'un réservoir de carburant additionnel. Ces derniers permettaient au F-14 de patrouiller à plus de 1000 km de son porte-avions ou de parcourir presque 3000 km pour un vol de convoyage. Le F-14A est donc presque parfait. Reste juste un petit problème à résoudre. Ça n'est pas évident sur ces images, mais l'équipage en est sorti sain et sauf. Ils ont réussi à s'éjecter. En effet, dans certains cas, suite à des manœuvres agressives sous forte charge ou avec un angle d'attaque élevé, les TF-30 pouvaient pomper violemment. Les ailettes des compresseurs pouvaient même se détacher et traverser la nacelle ou pire le fuselage. Pour ne rien arranger, si un des deux moteurs s'éteignait à pleine puissance, étant monté loin de l'axe central de la machine, c'était la vrille à plat assurée. Et c'était dans la majorité des cas irrécupérable. Cela vous rappelle peut-être la scène d'un film très connu. En fait, la grande maniabilité du F-14 à haute vitesse, bien au-delà de la précédente génération d'avions de combat, mettait les moteurs dans des conditions de fonctionnement qui n'avaient pas du tout été anticipées. Et l'appareil était toujours considéré comme sous-motorisé. La masse du F-14 Tomcat, certes plus basse que celle du F-111, restait quand même très élevée, avec 18 tonnes à vide et 33 en charge maxi. Cela reste d'ailleurs le plus gros chasseur embarqué ayant été mis en service. Un gros chat, oui. Et malgré toutes les aides, le F-14 était plutôt délicat à piloter à basse vitesse. Il a même été rapporté que certains équipages tremblaient tellement après un appontage de nuit qu'ils avaient du mal à sortir du cockpit. L'US Navy a acquis malgré tout 480 Tomcat, et il n'était pas particulièrement apprécié des équipages forcément. Et le surnommé le dindon. C'est vrai qu'il y a un air avec la profusion de toutes ces surfaces de contrôle semblables à des ailes et à des plumes déployées dans tous les sens. Évidemment, Pratt & Whitney est mis à contribution pour trouver une solution et réalise une nouvelle version du TF-30, la P414. Cette dernière ne voit pas le jour avant 1979. Et en 1980, tous les F-14A sont rétrofités avec ces nouveaux moteurs. Bien que moins récurrents, les problèmes subsistent toujours, entretenant la terrible réputation du Tomcat. Et finalement, il incombe au pilote d'anticiper les problèmes. Certains témoignent que sur Tomcat, on ne fait pas voler l'avion, on fait d'abord voler les moteurs. Pour dire, Grumman a ajouté des plaques d'acier dans les nacelles, un blindage pour limiter l'impact des ailettes en cas d'éclatement moteur. Pas très rassurant. On peut noter que l'Iran a acheté pas moins de 80 F-14A Tomcat en 1974. Les États-Unis, alors en bon terme avec le gouvernement du Shah à cette époque. Mais quand ce dernier tombe en 1979, les relations se dégradent si fortement entre les deux pays que les États-Unis ne fournissent plus rien à l'Iran. À ce moment-là, 79 F-14A ont déjà été livrés, ainsi que 284 missiles Phoenix. Les Iraniens n'ont donc pas profité des améliorations précédemment citées, mais en plus, ils ont dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour maintenir en vol ces complexes machines, pour les modifier dans le but d'utiliser des missiles d'origine soviétique, et même faire de la rétro-ingénierie sur les missiles Phoenix pour en produire un dérivé sous le nom de Fakour 90. Les Tomcat iraniens sont censés être toujours en service actuellement, mais je ne sais pas dire combien sont encore en état de voler, entre les pertes subies lors de la guerre Iran-Irak et celles de ces derniers combats contre Israël. Pour revenir à l'US Navy au début des années 80, toujours insatisfaite des TF-30 de Pratt & Whitney, un programme de remotorisation va être mis en œuvre. Mais comme la concurrence n'est pas mieux lotie, il faudra attendre 1986 pour que les General Electric F-110 particulièrement aboutis donnent enfin satisfaction. C'est ainsi que le F-14B voit le jour. Une trentaine de F-14A sont modifiés pour recevoir ces moteurs et une quarantaine de nouvelles cellules sont produites dans un même but. Esthétiquement très proche de la version A, on peut seulement remarquer l'absence des appendices à l'avant de la voilure, finalement abandonnés car ils avaient tendance à se coincer très souvent pour une utilisation finalement très limitée. Par contre, les F-110, en plus d'être fiables, étaient beaucoup plus puissants avec 6,5 tonnes de poussée à sec et presque 11 tonnes avec post-combustion. Il était même possible de catapulter le F-14B sans post-combustion, donnant enfin au Tomcat la grande notoriété dont il bénéficie aujourd'hui. Pour finir, à partir de 1990, des F-14D sont livrés à l'US Navy, une version à l'avionique améliorée, incorporant un nouveau radar APG-71 plus performant et plus facile d'utilisation, dérivé de celui du F-15E. L'équipage pouvait utiliser des lunettes de vision nocturne et le système de détection et de suivi infrarouge prenait place à côté d'un système d'imagerie TCS sous le cockpit.
cette double nacelle étant le seul signe distinctif de cette version. Seulement 55 F-14D furent produits, dont une petite moitié étant des reconversions. Si le TF-30 de Pratt & Whitney a posé pas mal de problèmes tout au long de sa carrière, il a néanmoins motorisé de remarquables machines, et l'expérience accumulée a servi à la réalisation de moteurs toujours plus efficients. Quant à la Navy, il faudra attendre 2019 pour qu'elle retrouve sur le pont de ses porte-avions un chasseur motorisé par Pratt & Whitney. Une autre drôle de machine qu'est le F-35C équipé du F-135. Fournissant 12 tonnes de poussée, sans post-combustion, 18 avec.